Bonsoir et bienvenue à cette édition de l'Hebdo du 29 août 2024. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice en remplacement à Clara Maté-Genet. Ce soir à l'émission, je m'entretiens avec Chantal Fontaine pour discuter du Salon des aînés de Saint-Jérôme. Ensuite, on découvre la création de la toute nouvelle murale à l'unité Don Rémy de Sainte-Thérèse. On assiste ensuite à l'envolée d'un très jeune papillon monarque issu du projet Monarque à Mirabel. Et on termine par la fête des récoltes du potager engagé à Boisbriand. Bonne émission. L'édition 2024 du Salon des aînés de Saint-Jérôme se tiendra le samedi 7 septembre prochain dès 9h au quartier 50+ de Saint-Jérôme. J'ai pu discuter avec Chantal Fontaine, comédienne et porte-parole du Salon des aînés de Saint-Jérôme, de la programmation de cet événement d'envergure. Le Salon des aînés de Saint-Jérôme, ça va être le 7 septembre, de 9h le matin à 14h le soir, au quartier 50+ à Saint-Jérôme. C'est ouvert à tous. C'est un lieu, en fait, qui a le mandat de rassembler toutes les ressources, les outils qui peuvent être utiles pour les personnes vieillissantes et les proches aidants. Donc, il y a une centaine d'exposants. Ça va d'organismes communautaires à instituts publics, à exposants d'entreprises. Et donc, eux sont là pour donner des outils, justement, des ressources. Ça peut être des ressources aussi comme l'appui. L'appui, c'est vraiment un organisme qui vient en aide aux proches aidants. Donc, on s'en vient là pour voir ces gens-là, voir ces kiosques-là, mais voir aussi des conférences. La première, c'est moi qui vais la donner à 10h. Et c'est sûr, justement, le fait d'être proche aidante commence à m'emmener à faire, à avoir des réflexions sur ma propre vieillesse, sur mon avancement dans la vie, comment le fait d'aider quelqu'un qui a aujourd'hui 91 ans me fait me poser des questions sur comment moi j'ai envie de vieillir. Et aussi, parallèlement à ça, je suis aussi dans une bigénération avec ma fille et ses 3 petites. Fait que je suis comme un peu le jambon dans le sandwich. Et donc, c'est ça. Ça va être une conférence un peu de réflexion, en fait. Ensuite de ça, à 13h, il va y avoir Yvon Deschamps, la grande entrevue. Yvon Deschamps qui a, je pense, 88, 89, un homme qui a une carrière incroyable, mais qui a aussi donné toute sa vie, du temps, pour les autres, pour des organismes, que ce soit Oxfam, que ce soit le Chaînon. Alors, donc, c'est une entrevue où on va rendre hommage à ce grand homme-là. Il va y avoir beaucoup de surprises, beaucoup de gens qui vont s'ajouter sur scène pour lui livrer des mots d'amitié. Et plus tard, à l'autre grande entrevue, c'est en fait conférence/entrevue, c'est avec Penelope McQuaid, dont la mère a demandé au printemps passé l'aide médicale à mourir. La ministre Sonia Bélanger, la ministre déléguée à la santé et aux aînés, sera là également pour nous mettre au parfum des derniers développements par rapport à l'aide médicale à mourir. Il va y avoir aussi le lieu où on peut aller jaser avec, entre autres, Cora va être là, Jocelyne Cazin va être là, Marcia Pilote va être là. Alors, c'est un peu tout ça. Là, c'est un endroit où on se promène, on déambule toute la journée, on peut s'arrêter, voir des entrevues, écouter des conférences, aller voir les kiosques, prendre le temps de jaser avec des personnalités. Et si on ne peut pas être présent parce que difficulté à s'en venir jusqu'à Saint-Jérôme, habitant trop loin et tout ça, sachez que sur le Facebook du Salon des aînés, il va y avoir la diffusion en direct de tout ce qui va se dire là. Alors, c'est une bonne occasion. Tous les renseignements sont de toute façon sur le site web salondesaînés.ca. La vieillesse est un moment propice où la solitude peut être un fardeau dans la vie. Et pour les proches aidants aussi, ça peut être lourd de s'occuper de quelqu'un. Alors, quand on peut avoir de l'aide, quand on peut compter sur le côté communautaire, quand on peut... Bien, je pense que tout ça est plus facile. Il faut surtout pas rester dans notre coin puis penser qu'on est tout seul à vivre cette situation-là. Puis pour les gens qui aident, il faut pas non plus penser que
On a besoin de prendre tout ça comme un fardeau non plus. Je pense que même pour les jeunes, là, j'ai 2 jeunes en avant de moi, de prendre des fois le temps d'aller juste prendre un café avec une personne qui est vieillissante, ça change tellement sa journée, puis ça a pris 20 minutes. Alors ça aussi, il faut peut-être se le redire, qu'ensemble, c'est mieux. C'est pas juste la personne qui est la proche aidante, titulaire de ce titre. Je pense que les enfants, les petits-enfants peuvent aussi, les amis peuvent aussi mettre l'épaule à la roue pour faire que c'est ça, cette personne-là se sente mieux et plus épaulée. On a une population vieillissante, on ne se le cachera pas. Tu sais, quand moi, j'étais jeune, là, on parlait du 3e âge. Maintenant, on parle du 5e âge. Quand on avait 80, on était vieux. À cette heure, quand on a 100, on est vieux. Alors, veut pas, c'est une population importante de notre démographie et il faut s'en occuper, il faut l'aider, il faut l'outiller. Cette population-là est celle qui s'en occupe aussi. Ben, on espère qu'il va faire beau, on espère que vous allez venir, puis on espère que ça va vous faire réfléchir, que ça va vous faire sourire, que ça va remplir votre cœur pour faire un bon bout de chemin après ça. Quoi de neuf dans les Basses-Laurentides? Dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 2024-2025 du ministère des Transports et de la mobilité durable du gouvernement du Québec, la Ville de Blainville a obtenu une subvention de 350 000 $. Celle-ci permettra de réaliser la première phase de son plan d'action de la sécurité près des écoles. Le conseil municipal de la Ville avait eu recours à un comité spécial en 2023 pour prendre le pouls de la gestion de la sécurité autour des écoles et pour ensuite créer un plan d'action. Le comité s'était basé sur le comportement des automobilistes, l'efficacité de la signalisation, la durabilité du marquage et la prise de risque des élèves pour avoir une idée claire de la situation. Les travaux prioritaires du plan d'action sont prévus dès 2025, selon Stéphane Dufour, conseiller délégué à la sécurité. Les citoyennes et citoyens de tous âges se sont rassemblés au Parc Lorraine le samedi 24 août dernier pour célébrer la fête de la famille qui marquait la fin de la programmation estivale de la ville. Plusieurs activités étaient au rendez-vous comme un spectacle, le Skate Fest familial, un parcours sportif et une initiation au tennis et au pickleball. En soirée a eu lieu la conclusion de la série des spectacles Les Airs d'été avec une performance d'hélium cosmique. Cette édition sous le thème des super-héros a permis aux enfants présents de rencontrer Captain America, Spider-Man, les Tortues Ninja et Hulk. Les jeunes ont pu prendre des photos et participer à des exercices physiques avec les héros. La ruche d'art mobile du Musée d'art de Joliette était aussi présente pour inviter les intéressés au dessin, à la photographie, à la peinture, à la sculpture, à l'étampe et à la cinématographie. L'unité Don Rémy de Sainte-Thérèse apporte un vent de fraîcheur avec une toute nouvelle murale installée dans le local appelé Le Fumoir. Ce sont 2 intervenants qui ont mené le projet à terme avec l'aide de nombreuses bénévoles. Le but est de rendre l'espace plus accueillant aux usagers. Allons y jeter un coup d'œil. L'unité Don Rémy, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui souffrent, qui sont aux prises avec une dépendance. Les 6 grandes dépendances, donc la dépendance à l'alcool, aux drogues affectives, sexuelles, la dépendance au jeu, à l'argent, à la nourriture. Et nous, notre mission principale, c'est d'aider les gens à éviter la rechute et le transfert de dépendance. Et on fait ça en leur offrant différents services, dont des ateliers qui ont lieu 7 jours sur 7, puis aussi des accompagnements individuels qui sont possibles pour les personnes afin de les aider à rester sur le chemin de leur rétablissement. On avait un espace qui est très utilisé par les participants qu'on appelait le fumoir. Et à un moment donné, il y a une de nos participantes qui nous a dit qu'elle trouvait que le mot était plus ou moins adapté à la mission de notre organisme, donc appeler fumoir un espace comme celui-là, parce qu'effectivement, les gens allaient beaucoup là pour fumer la cigarette. Puis ça nous a donné l'idée de rebaptiser cet espace-là en lui donnant un nom. Alors, on est allé solliciter nos participants pour qu'ils nous suggèrent des noms et on a trouvé un nom maintenant qui s'appelle l'Entre-deux de l'unité. Puis avec le nouveau nom, on a eu envie de revamper cet espace-là, de le rendre plus beau, de l'embellir pour que ce soit encore plus agréable pour les gens qui sont là. Et il est venu l'idée de le fleurir et aussi la création d'une murale en impliquant de nos participants pour la création. Mais on voulait une murale qui ait une signification, qui soit en lien avec la mission de l'organisme. C'est sûr qu'à l'époque où on a eu l'idée de revamper l'entre-deux de l'unité,
On n'avait pas les effectifs, les ressources humaines, puis entre-temps, on a engagé 2 personnes qui vont pouvoir vous parler tantôt plus du processus de création. Et ces 2 personnes-là, ben, se sont vraiment investies à rendre réelle cette idée-là qui avait germé dans la tête d'une participante. Donc, ça a été un processus intéressant, puis on est très satisfait du résultat que ça a donné. Je pense que ça va créer un sentiment d'appartenance encore plus grand. Ça va permettre aux gens d'être dans un environnement qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus agréable. Puis ça, on sait que pour l'estime de soi, c'est quelque chose d'important. On veut que ce soit un lieu qui soit accueillant, sécuritaire. Puis ça va donner peut-être envie à d'autres personnes qui utilisent moins cet espace-là parce qu'ils ne fument pas, de temps en temps y aller parce qu'il y a quelque chose d'attirant, d'attrayant dans l'espace qu'on a créé pour eux. Très stimulant de voir, c'était comme un plein de petites fourmis qui travaillent. Nous, notre travail, c'était de maintenir le cadre pour que cette œuvre-là s'épanouisse le plus aisément et facilement possible. Je trouve que ça a été une belle opportunité de créer des liens entre nos bénévoles, nos participants. Ça a été beau de voir que tout le monde mettait sa couleur, mettait sa touche. Ça a vraiment fait un beau rassemblement. La signification, en fait, ça a été conçu à la base pour exprimer le titre qui était l'entre-deux de l'unité. L'œuvre a été conçue dans un but de créer un pont entre 2 endroits, qui est l'endroit où nous sommes émotionnellement quand on arrive à l'unité. Notre espace de grisaille qu'on voulait imager. Alors, c'est pour ça que le côté gauche de l'œuvre est plutôt grise. L'ensemble de nos émotions, de nos perturbations, de nos fausses croyances qui nous amènent à vouloir changer notre vie, qui est le pont, qui nous amène à aller vivre plus de couleurs, de libération et de rétablissement. Si je fais un pont avec justement la deuxième œuvre, bien, il y a ça aussi, il y a un pont sur l'œuvre qui est horizontale, mais il y a aussi un pont qui se crée entre l'œuvre horizontale, l'œuvre verticale. Il y a la continuité de la rivière, le flot, la transformation, le changement. Puis on retrouve aussi un soleil sur l'œuvre qui est verticale avec le logo de l'unité. Donc on se sent comme la lumière, on se sent comme un lieu de lumière. Puis c'est ce qu'on a tenté d'évoquer à travers ce processus-là. Comme je suis arrivée à l'unité un petit peu avant Isabelle, c'est un projet qui m'a été proposé par ma collègue Josée. Puis tout de suite, ça m'a intéressée parce que j'ai une petite fibre artistique en moi, une petite fibre rassembleuse aussi. Fait que je trouvais ça très le fun que ce soit un projet collectif. Et par la suite, ma super collègue Isa est arrivée dans le décor, puis son aide a été de la plus précieuse parce que toutes les choses dans lesquelles moi j'étais moins à l'aise, elle embarquait puis elle rendait ça super instinctif, super facile. Ça a été très précieux. On fait un duo d'enfer. Pour ma part, je suis très satisfaite parce que ce qu'on avait espéré voir émerger a eu lieu et puis le résultat est là. J'ai surtout très hâte de le voir sur le mur de briques dans l'espace un peu sombre qu'est l'entre-deux. Mais je crois que ça va vraiment faire du bien. Puis pour moi, ce qui m'a marqué par la fin du processus, c'est de voir tout le monde passer dans la grande salle et faire « Hey, wow, c'est beau! » De voir nos bénévoles qui ont participé faire « Oh, je suis tellement fière de voir l'ensemble que ça crée. » Ça m'a vraiment marqué, ça va rester avec moi. J'ai surtout hâte de le voir dans l'entre-deux. Avez-vous déjà assisté à la première envolée d'un papillon monarque sorti de sa chrysalide il y a à peine quelques heures? Aujourd'hui, c'est exactement ce que vous verrez grâce à Initiative Biodiversité qui a mis sur pied le projet Monarque avec le soutien de la ville de Mirabel. Il permet la restauration de la population de monarques. Il y a 2 missions principales à notre organisme. La première, c'est la protection des espèces en péril de proximité, en particulier dans les Basses-Laurentides. La deuxième, c'est d'être capable de tendre une main. On a un volet humanitaire vers des clientèles ou des gens qui ont un parcours de vie plus difficile. Le projet Monarque, il a 3 volets. D'abord, préciser que c'est un projet participatif citoyen financé par la ville de Mirabel. Le premier, l'aménagement de 2 espaces favorables aux pollinisateurs et aux papillons, en particulier le papillon monarque. Il y en a 2 qui ont été réalisés au Centre culturel du domaine Vers-Nord et un autre à Saint-Janvier sur les terrains de l'organisme Concept Action 50+ Mirabel. Le deuxième volet, c'est un volet de sensibilisation d'éducation. On a réalisé une conférence qui a accueilli plus d'une 30aine de personnes avec une conférencière experte qui est venue nous présenter les cycles de vie du monarque,
la façon de réaliser les aménagements et autres détails. Et le troisième volet, c'est un volet de refuge où on offre à des œufs et des chenilles du territoire de Mirabel d'être capables de compléter leur cycle de vie de manière protégée, à l'abri des prédateurs naturels et à l'abri des menaces, fauchage et autres, insecticides, pesticides et j'en passe, qui peuvent menacer leur cycle de vie, compte tenu que c'est une espèce qui est en péril et qui a vu sa population diminuer de 90% dans les 30 dernières années. Il y a à la fois les espaces d'hivernage au Mexique qui ont diminué, des cultures se développent et éliminent des arbres, des sapins qui s'appellent oyamel, qui accueillent les monarques en grand nombre pour réussir à passer l'hiver. Donc ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est pesticides, insecticides, perte d'habitat, la méconnaissance de la plante hôte de ce papillon, qui est l'asclépiade, qui malheureusement peut être éliminée parce que on pense que c'est une herbe non souhaitée et qui est détruite. À l'heure actuelle, on est en recherche de bénévoles. Ils peuvent s'impliquer parce qu'on veut réaliser des refuges communautaires, donc on va établir des volières proches des aménagements qu'on a réalisés et on veut initier les gens aux soins qu'on peut apporter de l'œuf jusqu'au papillon, la remise en liberté. Donc c'est un appel à tous pour vivre cette expérience-là et acquérir des connaissances pour éventuellement le réaliser par la suite chez soi, ensuite pour contribuer à l'élan collectif. Donc c'est vraiment de sensibiliser, d'éduquer, d'offrir concrètement un espace, un habitat qui va être favorable aux monarques dans les années futures, puisqu'on n'a utilisé que des espèces, des plantes indigènes qui vont être présentes pour les prochaines années. Donc c'est quelque chose de très durable, ce sont des plantes qui résistent très bien au changement climatique, aux variations de température et autres. Donc ces deux réalisations-là devraient pouvoir perdurer pour l'avenir et pour les papillons. En partant, nous, on a un budget participatif où est-ce qu'on met plus de 100 000 $ pour que nos citoyens peuvent arriver avec des propositions de projets. Puis, en 2024, on avait déjà dans l'intention de pouvoir aider nos insectes pollinisateurs par l'entremise de plusieurs plans d'action qu'on veut mettre dans notre plan de transition écologique. Puis, quand on a vu le projet de M. Dufault, ben, écoutez, ça rimait complètement avec qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, on est allé de l'avant avec ce beau projet. C'est sûr qu'en étant dans un territoire agricole, on parle de 87% de notre territoire qui est aussi gros que l'île de Montréal en agriculture, ben c'est important d'aller aider justement dans cette situation-là pour que nos insectes pollinisateurs puissent se pérenniser et puissent aider notre écosystème. Dans un autre optique aussi, avec un projet comme ça, c'est beau remettre des pollinisateurs, mais si on est capable de faire de l'éducation vis-à-vis de nos citoyens pour protéger ces insectes pollinisateurs-là, ben on vient vraiment d'aller chercher là, deux effets avec un seul geste. Pour l'instant, on est en train de pondre notre plan de transition écologique. Suite à ça, on aura notre plan d'action qui va venir établir, dans le fond, toutes les grandes lignes que nous devrons faire. Mais évidemment, on veut aller de l'avant, par exemple, avec des voies de contournement qu'on se doit de faire pour décongestionner nos secteurs. Bien, ces voies-là vont avoir des espèces de murs anti-bruit, dans le fond, qui sont des remblais de terre qu'on va aller végétaliser justement avec soit de l'asclépiade ou encore d'autres fleurs là, qui vont vraiment être une belle ressource là, pour tous nos insectes pollinisateurs. Le but, c'est d'en faire le plus possible puis de conscientiser les citoyens le plus possible aussi par l'entremise des gestes qu'on veut poser. Donc, c'est certain que les citoyens vont être appelés à participer. On en a parlé tantôt avec M. Dufault, où est-ce qu'on va chercher des citoyens hôtes pour pouvoir nous aider à pérenniser là, la situation là, des monarques. Donc, évidemment, on va faire appel à notre public pour nous aider dans cette voie-là et faire de Mirabel, encore une fois, une ville où il fait bon vivre. Si jamais là, vous avez d'autres projets comme ça, chers citoyens, là, c'est à vous que je m'adresse. Amenez-nous-les, on va les réaliser parce qu'évidemment, là, on vit en société, on vit tous dans le même écosystème et plus de monde va participer, plus notre milieu va être agréable. À venir dans les Basses-Laurentides, l'Union des producteurs agricoles invite la population à sa 20e édition des Portes ouvertes Mangeons local le dimanche 8 septembre 2024 de 10h à 16h. Les intéressés pourront rencontrer les productrices et producteurs du Québec sur 47 fermes du Québec lors de cette journée.
Cette activité familiale et gratuite permettra aux résidents des Basses-Laurentides d'aller à la rencontre des 2 fermes hôtes de notre territoire, soit la ferme Vache à lait à Sainte-Anne-des-Plaines et le verger La Tête dans les Pommes à Saint-Joseph-du-Lac. Les visiteurs pourront participer à des visites animées, des ateliers, des autocueillettes, rencontrer des animaux et goûter aux produits locaux grâce à des dégustations. Cet événement a lieu alors que depuis plus de 2 ans, les producteurs sont aux prises avec de nombreux enjeux comme l'inflation rapide, l'augmentation des taux d'intérêt, les changements climatiques et un soutien gouvernemental considéré insuffisant pour répondre aux besoins du secteur. Dans le cadre du lancement de ces activités automnales, Loisirs Laurentides annonce la tenue de 2 appels de projets au cours des prochaines semaines pour soutenir financièrement l'organisation d'activités en loisirs culturels et d'événements sportifs locaux ou régionaux. Premièrement, du 3 septembre au 11 octobre, les organismes en loisirs culturels pourront déposer des projets dans le cadre du programme de soutien financier en loisirs culturels 2024-2025, rendu possible grâce à un soutien financier du secrétariat à la jeunesse du ministère de la Culture et des Communications. Le but de ce programme est de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation de projets qui encouragent les activités en loisirs culturels chez les jeunes de 15 à 29 ans dans la région des Laurentides. Pour déposer, il faut être un organisme à but non lucratif situé dans la région des Laurentides et que les projets en question soient réalisés entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Deuxièmement, les candidatures pour le programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités physiques et de plein air, connu dans la région sous le nom de Avec Loisirs Laurentides, on bouge, pour le volet événements sportifs seront ouvertes du 9 au 22 septembre. Ce volet a pour objectif de soutenir financièrement les organismes, encore une fois, locaux ou régionaux dans la réalisation d'événements sportifs. Les organisations sportives doivent être reconnues par une fédération sportive provinciale et les écoles par le Réseau du sport étudiant du Québec, Laurentides-Lanaudière, et être situées dans la région des Laurentides. Les projets doivent être réalisés entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. L'insécurité alimentaire fait partie de la réalité de plusieurs dans les Basses-Laurentides. Pour renverser la tendance, le potager engagé, projet du service d'entraide Le Relais, a créé un potager solidaire à Boisbriand. Lors de la fête des récoltes, le 22 août dernier, le service a souhaité célébrer tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte. En fait, la mission des services d'entraide Le Relais, c'est de lutter contre la pauvreté, la faim et l'exclusion sociale. Et nous, le potager engagé, on vient continuer ça, en fait. Donc, on va offrir des légumes à 5 organismes différents dans la MRC Thérèse de Blainville. Puis, en plus de ça, les participants jardiniers, que les gens appellent des bénévoles, après un certain temps d'implication, ils repartent avec des légumes aussi. Dès qu'ils s'impliquent dans le jardin, ils repartent avec des légumes. Donc, ça permet de diminuer le coût de la facture d'épicerie concernant tout ce qui est produit sans pesticides et tout ça, parce que ça coûte plus cher à l'épicerie. Ici, ils les ont gratuitement en échange d'un certain nombre d'heures de travail. C'est un nouveau terrain qu'on a cette année. Avant, on était encore à la pépinière, mais dans un autre terrain. Ici, on a plus grand, on a plus d'espace pour jouer avec les enfants. Les enfants peuvent courir partout, il n'y a pas de danger. Donc, c'est vraiment plus grand. On a refait le design aussi pour que ça soit plus facile pour les gens à mobilité réduite. Même chose pour la serre, on a mis des rampes et tout ça pour les gens qui ont un petit peu plus de difficultés. Une année exceptionnelle, les légumes sont en abondance. C'est sûr que beaucoup de soleil, beaucoup de grosse chaleur, ça a son lot d'avantages et de désavantages quand on parle de permaculture et de lutte aux insectes ravageurs. Fait que c'est sûr que ça a été un petit peu plus difficile, mais cette année, on a eu plus de participation, donc on est capable de pallier à ça, aux désavantages et avantages des canicules. Là. Puis on a une équipe de travail exceptionnelle, vraiment. L'équipe de travail fait toute la différence. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est gâter nos participants jardiniers parce qu'ils ont donc travaillé fort à la sueur de leur front. Il y en a que ça fait la 3e année qui reviennent à chaque année, tu sais. Au début, ça a commencé, ils venaient comme une fois par semaine, 3 heures, puis il y en a qui sont même plus capables de partir d'ici tellement qu'ils aiment ça. Tu sais, on a aussi des jeunes qui font des travaux communautaires qui ont décidé de faire toutes leurs heures chez nous parce qu'ils aimaient ça, sont dehors, ça bouge et tout ça. Puis pour les services d'entraide Le Relais, tu sais, la fête des récoltes, ça permet aussi de rappeler aux gens que l'organisme, c'est vraiment les services d'entraide Le Relais et que nous, on est le projet, mais qu'au final, la mission est la même, tu sais, on fait juste se compléter l'un et l'autre. On a dépassé presque tous nos objectifs en termes de participation. Puis si je me fie au même moment l'année passée en termes de récolte, on en a plus aussi. D'une année à l'autre, le chiffre ne sera pas le même parce qu'on s'entend qu'une courge ne pèse pas la même chose qu'un casseau de tomates cerises. Hein? Fait que c'est sûr que tout dépendant de l'année, les légumes vont pousser moins bien.
L'équipe de jardiniers, en fait, on est une petite équipe, des gens, monsieur, madame, tout le monde qui veut s'impliquer au jardin. On a environ 10 personnes qui s'impliquent de façon plus régulière, là, qui viennent au moins soit une fois par semaine, des fois 2 fois même par semaine. On accueille tout le monde selon leur horaire. Il n'y a pas d'horaire fixe, en fait. Fait qu'ils peuvent s'inscrire, on a une petite plateforme, puis ils peuvent s'inscrire à la semaine. Dire, bon, moi, cette semaine, j'ai le goût de venir, OK, mercredi après-midi, ils inscrivent leur nom, puis là, nous, on les accueille au potager à ce moment-là. Puis les gens qui viennent aider au jardin, dans le fond, ils aident à produire des légumes frais, biologiques pour la communauté. Dans le fond, toutes les récoltes sont redonnées soit dans les banques alimentaires ou pour la transformation. Et puis, ils peuvent aussi repartir avec une certaine partie des légumes. Donc, les participants qui s'impliquent, ils ont aussi, c'est un peu comme pour les remercier puis les encourager à revenir. La majorité, je te dirais, ils n'osent pas repartir avec des légumes parce qu'ils ont tellement la cause à cœur aussi. La sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, donc ils veulent tout redonner à la communauté finalement. Dans le fond, ils arrivent au potager, puis on est toujours là pour les accueillir, pour leur dire, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? On est rendu où? Est-ce on est plus en train de récolter? Est-ce qu'on est dans le désherbage, la terre? En tout cas, on est là, on les laisse pas aller tout seuls, on les accompagne. Nous, on cultive de façon naturelle, sans pesticides chimiques, sans produits chimiques. Donc, des fois, on utilise d'autres méthodes, mais qui demandent plus de travail manuel, si je peux dire. On va utiliser des filets pour protéger, au lieu d'appliquer des insecticides ou peu importe. C'est vraiment gratifiant. On sent qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous, d'aller porter les récoltes aussi. Comme l'autre fois, on était comme un peu à dernière minute, mais en même temps, on est arrivé, puis on voyait la file de gens qui attendaient pour la banque alimentaire. Là, fait qu'on est allé porter nos légumes. Puis là, c'est de voir aussi, OK, ils sont là, puis ça va vraiment à des gens qui vont en bénéficier finalement. Là, fait que c'est vraiment un très beau projet. Et voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode de l'Hebdo. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez réécouter les épisodes précédents ou découvrir toute la gamme d'émissions signées TVBL, rendez-vous au tvbl.ca. À bientôt!